Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit privilège quand je viens ici. Je fais de moins en moins d'événements, parce que c'est un peu compliqué de faire des événements en France et de bouger partout, surtout en ce moment. Mais aussi et surtout parce que ça devient un petit peu rébarbatif. Alors, non pas que parler de la crypto-monnaie ce soit rébarbatif, parce qu'on a toujours des nouveaux sujets à aborder, mais parce que ça devient compliqué de s'adresser à une audience quand on ne connaît pas le niveau de tout le monde. Si je reviens et que je raconte les bases de la crypto-monnaie, il y en a beaucoup qui vont s'embêter ici. Qui a déjà de la crypto-monnaie en levant la main? Voilà. En 2016, il y avait un vrai intérêt sur qu'est-ce que Bitcoin. Là, je pense que vous n'en avez pas grand-chose à faire et que ce serait un petit peu dommage de passer 20 minutes dessus. Et du coup, j'hésite de plus en plus. Évidemment, c'est pour l'ADN familial, donc on vient toujours passer une tête. Et surtout, j'ai une carte blanche. Et ça, j'adore. La carte blanche, c'est je parle de ce que je veux. Et je ne suis pas tenu par des codes, par une politique, par un discours. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous parler des singeries, des dingueries, des trucs qui n'existent pas vraiment, mais qui existent uniquement dans le monde de la crypto-monnaie. Des millions de dollars qui tombent sur des gens qui n'ont pas vraiment demandé à les recevoir, mais qui sont très contents d'en être la cible. Et je me suis posé une question, qu'est-ce qui m'amuse là-dedans ? Alors, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont très excitantes. Il y a par exemple l'évolution de l'intelligence artificielle et la façon dont ça va transformer le monde, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Il y a également les investissements, parce qu'il y a plein d'entreprises dans lesquelles, si on investissait au bon endroit, au bon moment, on pouvait gagner beaucoup d'argent. Comme par exemple l'entreprise Apple, qui juste avant de rentrer en bourse s'est changée contre une valeur minimale, et en quelques semaines, ils ont fait plus de fois 2000 sur leurs investissements. Mais encore une fois, c'est trop facile de raconter une histoire où il fallait être au bon endroit, au bon moment, et surtout, avoir de l'argent. J'ai voulu prendre du recul et je me suis dit, j'ai envie de parler de ce qui me plaît, et ce qui me plaît, c'est les airdrops. Ce qui me plaît, c'est le monde de la crypto-monnaie qui ouvre une brèche qu'on n'imagine pas vraiment, et qui permet à n'importe qui, sans argent, de potentiellement, avec un peu de chance, d'en gagner. Ça, c'est ce qui m'intéresse, et indirectement, je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui intéresse mon audience. Et j'ai essayé de prendre du recul, et je me suis rendu compte de deux choses. Premièrement, est-ce qu'il y a déjà eu, dans l'histoire de l'humanité, d'autres domaines que la crypto-monnaie où ça a existé ? Est-ce que quelqu'un a une idée en tête, à un moment dans l'histoire où on pouvait gagner autant d'argent sans rien faire que les opportunités qui ont été créées par la crypto? En cherchant un petit peu, j'en ai trouvé quelques-unes. Alors évidemment, il y a des investissements, mais bon, c'est très simple. On prend n'importe quelle boîte du top 20 mondial et on imagine avoir investi au début. Et surtout, quand on dézoome, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu de airdrop. Il y avait des bons moments pour acheter des trucs pas très chers, mais ça tombait rarement du ciel. Et quand on creuse, j'en ai quand même trouvé un ou deux. Premièrement, les gens qui étaient employés chez Microsoft. Bon, fallait déjà être employé chez Microsoft, d'accord, ça tombe pas du ciel. Mais l'entreprise, avant de rentrer en bourse, elle a donné quelques actions à ses salariés. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous étiez un technicien et que vous gagnez 30 000 $ par an, vous aviez reçu à peu près 5 millions de dollars. Quelques années de salaire. Mais encore une fois, il fallait être au bon endroit, dans la bonne entreprise, au bon moment. Alors j'ai voulu vraiment creuser en mode, moi je veux un airdrop, l'équivalent de ce qu'il y a dans la crypto. Eh bien, la seule entreprise que j'ai trouvée qui a fait un truc du genre, c'est Google Mail. Je vous remets le contexte, on est dans le début du développement de l'industrie des emails et il y a un géant, un leader, Yahoo. Yahoo offre des boîtes mail gratuites à n'importe qui, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais vous avez entre 2 mégaoctets et 4 mégaoctets de stockage. Ça paraît vraiment peu aujourd'hui parce que c'est à peu près la taille d'une photo sur votre iPhone, mais la réalité c'est qu'à l'époque ça suffit. On n'envoyait que du texte par email et c'était déjà un bel espace de stockage. Mais là, il y a Google qui arrive et qui veut changer les codes. Google, ils veulent réinventer le monde du mail et prendre des parts de marché. Alors, ils décident d'envoyer des invitations à plein de gens, plein d'adresses email, leurs concurrents, Yahoo, n'importe quelle personne qui avait laissé son mail traîner sur Internet recevait un mail d'invitation. Ça vous donnait le droit de créer votre compte Gmail et d'avoir 1 gigaoctet, soit 500 fois plus d'espace de stockage gratuit. Autant vous dire qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup d'adresses email à l'époque. C'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Yopmail ou des sites internet pour créer des mails éphémères. Mais vous pouviez, si vous avez de la chance, en recevoir 5, 10, 20, 30, 50 invitations de Gmail. Et à ce moment-là, 1 gigaoctet de stockage, c'était tellement d'argent que ça se revendait instantanément à 300 € sur eBay. Il y a des étudiants en école de commerce à l'époque, qui avaient reçu des milliers et des milliers d'invitations et qui ont fait des millions d'euros en revendant juste les invitations de Gmail. Sinon, dans l'histoire de l'humanité, je n'ai jamais trouvé de truc qui se rapproche de près ou de loin au airdrop crypto que l'on peut aujourd'hui espérer obtenir.
Alors, je vais vous donner ma définition de la singerie. Parce que la singerie n'existe que dans la crypto-monnaie, selon moi. On oublie qu'elle est là. Et surtout, on est dans un mood un petit peu morose. C'est-à-dire que, qui était là en 2017 en levant la main? Ok, qui était là en 2021? Ok, soyez honnêtes. Qui était là en 2024-2025 et s'attendait à avoir un super cycle avec une alt season? Vous l'attendez encore, votre alt season? Vous êtes satisfait? Ne vous inquiétez pas, elle arrive. Pas du tout. Elle arrivera probablement pas parce que le marché est différent. Le marché a évolué. Le cycle est beaucoup plus large. Maintenant, il y a Wall Street qui s'est invité à la partie et c'est beaucoup plus compliqué en tant que particulier de faire de l'argent. Mais en réalité, alors qu'on a l'impression qu'il n'y aura pas de bull run et alors qu'on a l'impression qu'on n'aura pas ce qu'on a vécu en 2017 ou en 2021, c'est justement là qu'il y a de grosses opportunités et ma définition de la singerie. Alors, la définition, c'est la suivante. Un moyen de gagner beaucoup d'argent en faisant un minimum d'efforts et sans investir d'argent. C'est-à-dire que vous pouvez investir du temps, vous pouvez investir de l'énergie, vous pouvez mettre quelques centimes d'euros pour payer une action, mais ça ne doit pas être un investissement financier. Et quand on parcourt le monde de la crypto-monnaie, alors là, les amis, on est très loin de Google Mail avec des codes d'invitation à 250 ou 300 euros. Là, on est sur des vraies singeries. Définition de la première singerie. On est en 2010. Et il y a Gavin Andresen qui veut faire connaître Bitcoin. Il est frustré, c'est génial, c'est décentralisé, ça va changer le monde, il en est convaincu, lui et ses 7 ou 8 copains, parce que personne ne s'intéresse à Bitcoin en 2010. Alors il crée un petit site internet qui s'appelle Bitcoin Faucet. Vous arrivez sur le site, vous mettez votre adresse Bitcoin et vous remplissez un CAPTCHA. Vous savez où on doit cliquer sur des mobilettes pour pouvoir se connecter sur le site. Et vous receviez 5 Bitcoins tous les jours, gratuitement. 600 000 euros. C'est d'une gratuité impensable et il a distribué via ce site des milliers et des milliers de bitcoins à toute personne qui était simplement connectée au bon endroit sur le site internet. Ça a été rendu possible grâce à la crypto-monnaie. Et quand on creuse, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a plus de cycle, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'il y a une tendance, que ça change, qu'il y a Wall Street qui est arrivé, que c'est Donald Trump qui va choisir si vous allez passer ou non une bonne nuit. Il y en a eu beaucoup d'autres. En 2020, Uniswap, le premier échangeur décentralisé, a offert 400 tokens unis à toutes les personnes qui avaient réalisé ne serait-ce qu'une seule transaction. J'explique. Si vous aviez échangé 2 euros d'Ether contre 2 euros de token Chainlink, vous receviez 400 Uniswap. Si vous aviez échangé 20 000 euros de token Ether contre 20 000 euros d'une autre crypto-monnaie, vous receviez 400 tokens Uniswap. Si vous aviez essayé, mais que ça n'avait pas marché, d'utiliser Uniswap, eh bien vous receviez quand même 400 tokens. Tout le monde. Il suffisait de s'être connecté au protocole une fois. Si vous aviez 10 adresses, vous avez reçu 10 fois 400 tokens, 4000 jetons. Toutes les personnes qui se sont levées ce matin-là ont reçu dans leur adresse 400 tokens. Le token valait 4 euros pièce, quelques milliers de dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 10 $. Ça représente des montants qui sont complètement dingues, impensables. Et je ne vous parle même pas des développeurs qui avaient créé 5, 50, 500 adresses pour tester le protocole et qui se sont levés un matin et qui ont reçu des dizaines de millions de dollars. Ça n'existe que dans le monde de la crypto-monnaie. ENS, les noms de domaine. Après tout, le nom de domaine business.com s'est vendu 70 $. Aujourd'hui, il vaut 15 millions. Je ne vous parle même pas de sex.com et de tous les autres. C'était juste qu'au moment où ça a été distribué, au moment où c'était possible, il n'y avait pas d'intérêt pour Internet. Donc les noms de domaine n'avaient pas de valeur. Et c'est avec le temps, c'est avec l'adoption et l'usage d'Internet qui a commencé à avoir une vraie utilité. Quand les premiers noms de domaine sur Ether sont arrivés, ils étaient vraiment abordables. Vous pouviez les acheter pour 10 ou pour 15 euros. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont acheté un nom de domaine ont reçu des tokens ENS qui sont tombés du ciel et qui représentaient entre 5 à 5 000 $ par achat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté quelque chose à 100 $ et pour les récompenser de leur achat, on leur a donné 20 000. Ça n'existe que dans la crypto-monnaie, c'est une singerie. Et on a l'impression qu'il n'y en a plus, mais ça continue, même en 2022. En 2022, c'est la mode des secondes couches. Il y avait Bitcoin, il y avait Ether, il y avait les réseaux. Qui ici a déjà fait une transaction sur un Layer 2 ? Voilà, il commence à y avoir moins de monde. Vous avez vu, c'est exactement la différence entre ceux qui vont prendre de l'argent et ceux qui ne vont pas le faire. C'est une singerie, je dis ce que je veux. On ne m'a pas donné de cadre, donc je parle si j'en ai envie. À ce moment-là, c'est un peu moins drôle. Parce que là, déjà, ce n'est pas une question de mettre de l'argent. Je pense qu'on peut tous mettre 20 ou 30 euros sur une blockchain. Je ne parle pas d'investir, je parle de bidouiller. Je parle d'essayer. Je parle de télécharger son portefeuille crypto et de sortir les 25 euros que vous avez achetés de Coinbase pour les mettre sur votre portefeuille.
de les échanger pour les envoyer sur le réseau Ether, et ensuite sur le réseau Arbitrum, puis sur le réseau Optimism, juste de les faire passer d'une blockchain à une autre. Vous devez trouver un bridge, qu'on appelle un pont, et essayer de faire passer votre crypto-monnaie d'un point A à un point B. Eh bien, n'importe quelle personne qui bridgeait quelques crypto-monnaies sur Arbitrum et sur Optimism a reçu entre 500 et 40 000 $ de airdrop. Il suffisait d'essayer. Et même aujourd'hui dans la salle, il y a une personne sur deux qui a levé la main. Autant vous dire qu'à l'époque où les réseaux se sont lancés, il y avait peut-être une personne sur 20 qui avait essayé. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Il y en a certains qui bidouillent, et c'est gratuit. Un bridge d'une blockchain à une autre, ça coûte 40 centimes. C'est abordable pour tout le monde. C'est le prix de la tentative, c'est le prix de l'essai. Et comme le monde de la crypto-monnaie est basé sur une technologie qui est complexe, et qu'ils ont un gros problème, les développeurs de solutions blockchain, ils veulent l'intérêt des gens. Le seul moyen, c'est de les payer. Et dans la blockchain, on ne peut pas payer les gens pour essayer notre solution, alors on les paye en promesses. Utilisez notre solution, et je vous donne la promesse qu'un jour on lancera notre crypto-monnaie et qu'on rémunérera tous ceux qui ont participé au test. Et c'est pour ça qu'il faut essayer encore et encore. Et parfois, malgré nous, je ne suis pas un gros tech. Je suis un commercial, je suis un marketeur, je parle, je fais des vidéos et je fréquente des gens qui, eux, sont tech. Parce qu'évidemment, il faut bien quelqu'un qui comprenne ce qu'on fait. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à toujours essayer plein de protocoles blockchain parce que je n'avais pas le choix. Par exemple, un jour, j'avais simplement bloqué des tokens Atom en staking. Et parce qu'il y a eu un airdrop, j'ai reçu d'autres crypto-monnaies, du Celestia. Le Celestia, quand je l'ai reçu, il était staké, il était bloqué et il a pris beaucoup de valeur. x2, x5, x10. J'avais envie de le vendre. Et quand j'ai voulu le vendre, il a fallu que j'attende 10 jours. J'étais frustré. J'avais beaucoup d'argent, de l'argent qui allait sûrement fondre au soleil. J'avais envie de vendre. Et bien du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été parier sur une autre plateforme qui allait se casser la figure. J'allais faire une position delta neutrale. J'ai donc trouvé une solution dans la blockchain pour me protéger d'une crypto-monnaie qui pouvait perdre de la valeur. Et j'ai été obligé d'utiliser Hyperliquid, un protocole qui était beaucoup trop compliqué pour moi. Je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Et j'ai été obligé de mettre de l'argent dessus. Et bien un jour, je me suis levé un matin et Hyperliquid avait décidé de distribuer 1 milliard de dollars à ses utilisateurs. On n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Ça peut arriver à tout le monde, surtout dans la blockchain. Et ça ne s'arrête jamais. Quand vous utilisez un protocole, pour l'utiliser, c'est compliqué. Il faut passer par un portefeuille. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Et ensuite par un réseau. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. À l'heure où je vous parle, il y a Monad qui va se lancer, il y a Abstract qui va se lancer. Ce sont des réseaux où n'importe quelle personne, avec 10 petites minutes d'attention et un petit peu de patience, peut réaliser suffisamment d'actions pour se rendre éligible. Et ça, c'est quelque chose où quand on dézoome à l'échelle de l'humanité, il n'y a jamais eu de distribution de valeur aussi aléatoire. Les projets vont distribuer des promesses sans eux-mêmes savoir quelle sera la valeur de la promesse à des gens qui sont inconnus, sans qu'on connaisse leur nom, sans qu'on ait leur pièce d'identité et sans qu'on connaisse leur position géographique. N'importe quelle personne avec un téléphone ou avec un ordinateur peut faire des actions et potentiellement se rendre éligible avec 5, 10 ou 20 euros. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que on me dit souvent que ce bull run n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas aussi intéressant et que globalement, il n'offre pas d'opportunités. C'est un mensonge. On dit souvent qu'il y a beaucoup trop de crypto-monnaies, que c'est devenu beaucoup trop complexe, que maintenant il y a beaucoup trop de gens. C'est plus possible de gagner beaucoup et d'avoir de la chance. Au contraire, c'est parce que c'est beaucoup plus complexe que c'est beaucoup plus accessible. Parce qu'avant, il fallait faire aucun effort, il fallait juste avoir de la chance. Maintenant, c'est ceux qui descendent dans la blockchain, qui s'embêtent à bidouiller, à télécharger leur propre portefeuille et à essayer de cliquer sur des boutons toute la journée, qui font des trucs qui sont complètement fous. Il existe des gens sur les réseaux sociaux, et j'ai eu des récits de certains de mes abonnés qui ont fait mieux que moi en farmant des protocoles et qui ont généré des montants qui sont tout simplement astronomiques, qui dépassent réellement l'entendement d'un salaire que l'on pourrait percevoir ou d'une récompense financière, simplement parce qu'ils ont bidouillé au bon endroit, au bon moment. Et en plus, on est dans une phase où il y a beaucoup de projets qui servent à rien. Les quelques vrais projets technologiques, les quelques vraies entreprises qui essayent de faire une différence et d'apporter de la valeur, ce sont des solutions qui sont tellement compliquées à expliquer que les gens qui vont prendre le temps de s'instruire, qui vont aller vers les équipes, qui vont rencontrer ces créateurs et qui vont essayer de comprendre ce qui se passe, juste cette compréhension va vous être rémunérée. C'est certain. Qui a déjà perçu un airdrop ici ? Qui, honnêtement, passe au moins 10 minutes par jour à en farmer? C'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'ai différentes entreprises
et c'est clairement comme ça que je gagne mon beurre. En parallèle de ça, j'ai les réseaux sociaux, YouTube, des vidéos sponsorisées, des partenariats, des affiliations. Dites-vous que les airdrops, ça représente plus de 30% de ce que je possède aujourd'hui. Juste parce que malgré moi, j'ai été dans tous les trucs, et quand je rentre chez moi, que je suis fatigué, que j'ai une journée compliquée, bah, j'ai quand même envie d'aller sur Abstract, j'ai quand même envie d'essayer 3 protocoles, et je vais aller cliquer sur des boutons. Alors oui, il y a des trucs qui ne sont pas équitables, il y a certains protocoles où il faut avoir un peu d'argent pour participer, mais c'est vraiment quelque chose qui ne durera pas. D'ici 5 ou 10 ans, que ce soit à cause de la loi, de la régulation, ou que ce soit à cause des accès qui seront plus distribués de la même façon, ça va se centraliser obligatoirement. Ce qu'on est en train de vivre, le fait que n'importe qui puisse se rendre éligible à ce genre de drop, ça ne durera pas. Et je pense qu'on doit tous avoir conscience que même si le marché change et qu'on a moins l'impression que toutes les crypto-monnaies partent à la hausse sans raison, c'est aujourd'hui qu'on peut faire la différence et qu'on peut, en tant que particulier, individuel et avec peu de ressources, faire une vraie différence sur les fonds qu'on va capter et sur les ressources crypto qu'on va réussir à avoir. Tout ça pour vous dire qu'il y a 4 points qui sont importants pour moi. Le premier, c'est être actif et présent. C'est tous les jours. Il ne faut pas arrêter pendant 2 mois. Tous les jours, un petit peu, se concentrer sur la blockchain et ensuite aller sur des nouveaux protocoles qui existent. La deuxième chose, c'est que si vous avez des crypto-monnaies, ne les laissez pas dormir sur un exchange ou sur une seule plateforme ou une seule blockchain. Une crypto-monnaie qui dort dans votre portefeuille, c'est une crypto-monnaie qui pourrait dormir sur un autre réseau qui n'a pas encore lancé sa crypto-monnaie. Le temps que ça prend, c'est phénoménal, mais on ne se rend même pas compte de la part que ça représente dans notre portefeuille sur le long terme. Prenez le temps de faire voyager les crypto-monnaies que vous avez, sans même en acheter d'autres, sans même prendre plus de risques, sur des blockchains que vous ne connaissez pas. Et investissez votre temps sur ces réseaux. Le troisième point, c'est que quand vous gagnez de l'argent et qu'il y a un airdrop, ne pensez pas que la crypto-monnaie que vous venez d'avoir, c'est le futur. Les réussites sont éphémères. Il y a quelques grosses réussites comme Hyperliquid et j'ai peut-être vendu trop tôt. Mais de manière générale, quand vous avez de l'argent magique qui tombe du ciel, comprenez bien qu'il est toujours magique, que vous êtes privilégié et essayez de récupérer et d'échanger contre une crypto-monnaie qui est plus long terme, que vous avez accumulé du Bitcoin, accumulé de l'Ether, mais ne voulez pas systématiquement jouer au trader. Comme beaucoup de gens qui ont reçu beaucoup d'argent qui tombe du ciel, se sont dit « ça va encore monter, ça ne s'arrêtera jamais ». À un moment, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faut savoir prendre ses profits. Et pour terminer, n'oubliez pas que même si ça paraît beaucoup plus long, que le marché est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, en réalité, c'est ce qui peut vous faire peur, c'est ce qui peut vous faire dire « j'ai pas le temps, je comprends pas ». Je ne sais pas comment y aller, eh bien ce sont justement là qu'il y a vos 3 opportunités. Si c'était simple, si c'était si facile, tout le monde le ferait, et pourtant je ne suis pas Orelsan, et c'est vrai également dans le monde des crypto-monnaies. Il faut prendre le temps de le faire, et il faut prendre le temps de se confronter à cette complexité technique, car pour la première fois, et probablement pour la dernière fois à notre échelle, on rémunère votre curiosité, votre patience et votre envie d'apprendre. Ça recroise un petit peu avec le pitch de Marvin de Vena juste avant. Je pense très honnêtement que dans 5 ans, je ne pourrai plus tenir le même discours car ce ne sera plus vrai. Donc amusez-vous, appuyez sur des boutons et farmez, car il y a des personnes dans cette salle qui vont être la cible et le regagnant de sommes crypto qu'on n'est pas, je pense, capable de concevoir. Merci beaucoup et si vous avez des questions, échangeons. Bonjour. À vous les studios. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question. Vous avez commencé quand à commencer à faire tout ce qui est bridge et dans la crypto, à quel âge et comment vous êtes rentré dedans? J'ai commencé, en fait, moi je n'utilisais pas trop la finance décentralisée parce que j'avais créé une plateforme qui était centralisée où on vendait, on achetait des cryptos et j'avais été obligé d'utiliser Uniswap. J'avais pas eu le choix parce que je voulais vendre une crypto-monnaie un jour et Coinbase buguait. En 2017, ils avaient beaucoup de bugs et donc j'avais été obligé d'échanger de façon décentralisée. 3 € de frais, j'ai dû ouvrir mon wallet MetaMask, je me suis connecté, j'ai appuyé sur des boutons et 1 an après, MetaMask annonce son airdrop et moi j'ai eu genre 45 adresses éligibles. Donc c'était un montant qui était colossal et là je me suis même demandé comment c'était possible. Et il y a 2 moyens de réagir à ça. Soit on se dit ok, je vais essayer plein d'autres protocoles, c'est ce que j'aurais dû faire mais j'étais pas malin. Donc je ne l'ai pas fait. Soit on attend. Et quelques semaines après, j'ai eu un autre airdrop sur un autre protocole qui s'appelle Paraswap. Et là, c'était encore plus que sur Uniswap. Et je me suis dit, OK, il faut qu'on ait une culture et il faut 3 choses. En interne, dans nos entreprises, on doit avoir des gens qui bidouillent comme ça, des farmers, des dégènes, des gens qui sont vraiment là pour tester des protocoles.
Ensuite, je dois prendre le temps de le faire moi-même, parce que si moi, je ne mets pas le doigt dans ce genre de choses, je n'ai pas envie de voir mes clients le faire, je n'ai pas envie de voir mes abonnés le faire, et donc je n'aurai jamais les yeux au bon endroit, parce que je vais parler de ce qui m'intéresse au jour le jour, et pas de ce qui nous intéressera demain, et on doit toujours avoir un coup d'avance sur ce qui va arriver. Et pour terminer, quand j'ai commencé à utiliser différents protocoles, je me suis rendu compte que des fois, j'étais nul. J'arrivais sur un truc, je me disais expert blockchain, il n'y avait personne qui en parlait, c'est facile d'être expert quand on est 8, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, de fil en aiguille, je rencontrais des gens qui, eux, faisaient ça toute la journée, et quand ils parlaient, je ne comprenais pas. Il y a un de mes abonnés qui a pris, c'est une parodie de mon compte, il s'appelle Pacheur sur les réseaux sociaux. Je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué combien il a gagné en farmant, j'ai pété un câble. À ce rythme-là, il va me dépasser de très loin et j'arriverai jamais à le rattraper. Et il me parle des fois de protocole, je ne comprends pas ce qu'il dit. On a été obligé, on a contractualisé avec lui, il vient carrément chez Meria et il nous parle de cette techno, de tout ce qu'il essaye. Et ça a rendu curieux beaucoup de nos salariés, beaucoup de nos collaborateurs qui aujourd'hui nous reparlent de choses qu'on ne connaît pas. Et quand quelqu'un te parle d'une crypto-monnaie que tu ne connais pas, ça ne t'intéresse pas forcément. Quand il a fait x2, tu te dis c'est peut-être de la chance. Quand il a fait x4, à un moment tu rentres dans ton bureau, tu allumes ton ordinateur et tu ouvres le protocole. Et à ce moment-là, tu cliques sur des boutons et tu finis par rattraper le train de retard. En fait, on est arrivé dans un jeu où on se dit toujours c'est pas facile, c'est pas possible, c'est trop tard, j'ai raté. Des opportunités, il y en avait hier, mais surtout dans les cryptos, il y en aura demain. Et c'est pour ça que les gens qui ont envie, qui ont beaucoup d'énergie et qui viennent bidouiller dégagent une aura qui me donne envie d'aller essayer des choses que je ne connais pas. Et je me retrouve encore à tester des perpdex à 2 h du matin sur des trucs qui vont peut-être jamais distribuer de tokens. Mais c'est pas grave, car quand le nom sortira, s'il y a un airdrop, moi je vais aller vérifier mon adresse. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je voulais savoir en tant que professionnel et chef d'entreprise, comment ça se passe un peu les recrutements au niveau professionnel dans la crypto, sachant que pour les étudiants que nous sommes, il n'y a pas forcément de diplôme attitré, il faut un peu se débrouiller, il n'y a pas de parcours spécialisé, à part les quelques écoles comme Alria qu'on a eu là. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment des parcours atypiques que tu as dans ta boîte ou il y a vraiment des profils types? Alors, plus le temps passe, plus on va chercher des profils qui sont seniors et qui ont beaucoup d'expérience. Parce que ce n'est pas des profils blockchain qu'on va chercher. On va chercher des développeurs qui savent déjà développer, des gens dans certains segments qui ont déjà une expertise métier. Et notre mot d'ordre, c'est qu'on va chercher des personnes qui sont plus compétentes que nous. Donc par définition, tu ne vas pas chercher de juniors, tu vas prendre que des seniors. Par contre, chez Meria, on a énormément d'alternants et de stagiaires qui sont devenus salariés ou qui sont même au capital de l'entreprise. Parce qu'au début, en fait, comme tu es dans un monde qui évolue très très vite, tu as littéralement des pépites qui sortent du néant. Tu as des mecs, ils n'ont aucune expérience, ils n'ont pas de CV, ils n'ont pas terminé leurs études, ils font 200 000 € par mois. Donc ils ont forcément des choses à t'apprendre, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des gens qui avaient vraiment beaucoup d'énergie et qui bidouillaient énormément la blockchain, qu'on a recrutés uniquement pour leurs compétences techniques on-chain et pas pour leur expérience. Donc la vraie question, c'est ça dépend de ton métier. Si tu es un développeur, il n'y a pas de secret pour rentrer dans une boîte, il faut bien développer. Ce n'est pas l'argument ou le conseil que je vais te donner qui vont te permettre de rentrer. Essaye d'aimer ce que tu fais, parce que tu vas naturellement développer une énergie et tu vas creuser. Et surtout, intéresse-toi à des boîtes qui partagent tes valeurs. Parce que quand tu vas rentrer dans une boîte et que tu n'auras pas l'impression de travailler, quand tu ne seras pas là à te dire j'arrive à 9 h et à 17 h je suis sur le parking et je démarre ma voiture, tu vas dégager une énergie qui est différente. Pour toi, ça va être un jeu vidéo, tu vas mettre beaucoup plus d'engagement, tu vas commencer à jouer, tu vas déborder d'énergie et tu vas créer plus que ce qu'on attend de toi. Et à ce moment-là, tu vas naturellement monter en hiérarchie dans la boîte. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait chez nous. On a une façon un petit peu particulière et plus le temps avance, plus on est une grosse boîte. On est aujourd'hui une 50aine, on est régulé, donc c'est plus autant une guilde World of Warcraft que ça ne l'était à l'époque. Mais au tout début, on a commencé avec des gens qui avaient envie et des gens qui insistent. Quand le profil est compétent, qui te chase un petit peu, qu'en plus de sa fiche de poste, il va envoyer une lettre, tu vois qu'il a tes codes, tu vois qu'il te connaît, il a essayé de te lancer sur les réseaux, ben, tu vas l'écouter plus que les autres. Après, il n'y a pas de magie. Aujourd'hui, chez nous, quelqu'un qui rentre, il va faire 3 à 4 entretiens. Et après les 4 entretiens, il va nous voir en physique. Et une fois qu'il nous aura vus en physique, il aura un dernier entretien de rendez-vous et de négociation. Tu ne peux plus, en étant débutant, mentir sur ton jeu et déborder juste d'enthousiasme. Il va falloir qu'il y ait également des compétences. Et c'est pour ça que tes études en parallèle sont importantes à tenir. Malgré tout, dans chaque entreprise, il y a un quota de stagiaires et d'alternants qui est toléré. Et donc, tu as naturellement des passements qui se font et tu as ta chance pour rentrer dans beaucoup de grandes boîtes tous les ans. Alors,
bien que moi, ayant des connaissances techniques sur le sujet, je me suis quand même fait hacker une fois de manière totalement inattentive, en sachant exactement comment ça marchait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de te faire hacker ou signer une mauvaise transaction, un truc comme ça, et combien? Je me suis fait vider mon compte Kraken 7 jours après avoir mis ma vidéo pour expliquer aux gens qu'il fallait absolument mettre un tout effet sur ses comptes. Ça m'est arrivé de me faire taper une adresse aussi sur un MetaMask. Au tout début, j'avais un problème, je voulais installer une masternode. J'ai fait un partage d'écran Teams à quelqu'un pour qu'il m'aide. Il a vidé mon portefeuille. Le compte MetaMask, à l'époque, je m'étais fait voler, c'était 7 000 €. Au début de mon aventure, c'était genre la moitié de ce que j'avais, quoi. Là, c'était vraiment le truc, je me suis dit, je m'en sortirai jamais, c'est fini. Et malheureusement, le seul truc que j'ai appris là-dedans, c'est que t'as beau avoir le bon discours, t'as beau avoir les bons réflexes, on dit que l'expérience, c'est une lanterne qui n'éclaire que ton propre chemin. T'as beau le dire aux autres, c'est exactement comme les relations amoureuses. T'es le meilleur conseil de ton pote, mais dans ta vie à toi, ça va pas du tout. Ben, c'est la même chose, tu vois. T'as l'impression que de l'extérieur, tu vois exactement c'est quoi les problèmes, mais quand on dit « et toi, c'est comment chez toi ?» N'en parlons pas, c'est compliqué. Ben, c'est exactement ça. Ce que je me suis rendu compte après, c'est qu'en fait, c'était une discipline. Faut pas le faire par le plaisir, faut le faire parce que c'est une obligation. Et de temps en temps, c'est un blocage. Hier, j'étais déjà sur Lyon. Le marché des crypto-monnaies a dévissé. J'ai voulu investir beaucoup et racheter. Et depuis mon agression, on a plein de systèmes de sécurité qui font que je peux pas. Et donc, j'ai pas pu me positionner hier. Tu es frustré, tu as envie d'enlever tes sécurités, mais c'est pas une bonne chose non plus. Et à l'inverse, quand tu t'es fait taper ton compte Kraken, quand tu as fait un partage d'écran, tu mets un tout effet et tu le fais plus. Et malheureusement, c'est pour ça que je dis que, quoi qu'il arrive, vous allez commencer par perdre de l'argent. Donc, tant qu'à faire, mettez un tout petit peu. Comme ça, vous allez acheter vos leçons et vos erreurs très peu cher. Et ensuite, quand vous aurez bien sécurisé vos comptes et que vous aurez compris qu'est-ce que vous allez faire de votre argent, là, vous pourrez mettre plus. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de secret. Comme les codes changent et la technologie aussi, il y a des nouvelles erreurs de débutants qu'on fera peut-être plus tard. Et j'en fais encore aujourd'hui. Et à chaque fois que je perds quelque chose, je me dis que je me suis acheté une leçon parce que c'est le seul moyen de ne pas devenir fou, déjà, de te dire c'est normal, au moins j'ai grandi, et de passer à autre chose. Mais ça m'arrive toujours aujourd'hui, et je vais même te dire mieux, ça m'arrive particulièrement. Heureusement que j'ai des équipes techniques qui sont derrière moi et qui suivent les procédures, parce que je ne suis pas un super élève sur ces sujets-là de manière générale. Du coup, j'ai une petite question, mon cher. C'est par rapport pour farmer l'airdrop en général. J'ai essayé par exemple de farmer le Aster airdrop. Je suis tombé sur, j'ai vu plus de 2-3 vidéos sur YouTube d'Antoine et même des vidéos d'anglais en général, et j'ai eu du mal. Du coup, tu penses que genre si tu t'entoures de 10 personnes ou 15-20 personnes qui font que ça constamment, ça va aller 10 fois plus vite, non? Et il y a des groupes où tu peux accéder, il y a des groupes où tu peux payer pour accéder à how to engage farm. Alors, il y a 3 questions dans ta question. La première, non, s'entourer de personnes, ça ne te fera pas forcément aller plus vite, parce qu'en réalité, il y a plein de trucs où ça ne sert à rien d'avoir 10 comptes, tu vas être payé qu'une seule fois. Et il y a plein de trucs où, globalement, tu vas faire des efforts qui ne vont pas payer. Ce que je veux dire, c'est que monter une entreprise qui fait que du farming, je ne suis pas sûr que ce soit rentable, sachant que ça ne durera pas quelques années, tu vois. La deuxième chose, c'est que tu as parlé d'Aster. Aster, c'est particulier, on parle des perpetual DEX. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète une crypto-monnaie, et en même temps, je parie qu'elle va baisser. Comme ça, si elle monte, je gagne d'un côté, je perds de l'autre, et ça me fait faire des volumes. Le truc qui est important à comprendre, c'est que quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que tu veux farmer, dès que tu passes du temps sur la blockchain, tu commences à savoir ce qu'il y a du potentiel. Et à ce moment-là, mets tes efforts sur quelques protocoles à fort potentiel, tu gagneras beaucoup plus. Aster, c'est un perpetual DEX. Ils font une seule course, celui qui a le plus de volume. Et ils veulent en prendre à Hyperliquid. Ils vont payer au maximum ceux qui font du volume. Donc, tu dois à chaque fois savoir quelle est l'action qui paye le plus. Malheureusement, l'époque où il suffisait de cliquer sur un bouton pour prendre beaucoup d'argent est révolue. Donc maintenant, il faut réussir à comprendre et à te poser un petit peu sur, comment fonctionnent les systèmes de points, comment fonctionnent les applications, quels sont les écosystèmes qui ont le plus de potentiel. Et à ce moment-là, moi, je te conseillerais d'y aller tout seul, mais sois régulier. En tout cas, nous, en interne, dans la boîte, on avait mis 3 personnes pour farmer des protocoles. On s'est rendu compte qu'une seule suffisait. Parce que 3 personnes, elles vont faire 3 tâches à moitié, alors que tu aurais pu faire une tâche et te concentrer vraiment dessus. Tu n'as pas besoin de diversifier. Et pour répondre à ta question sous-jacente, ça ne vaut pas le coup de monter une entreprise avec 15 de tes potes qui cliquent sur des boutons toute la journée. Je ne l'aurais pas fait. Merci beaucoup.